Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet brûlant, la guerre commerciale Chine-États-Unis sous l'ère Trump. On a vu cette escalade des droits de douane assez spectaculaire. Oui, jusqu'à 145% sur certains produits chinois. Et Pékin qui réplique 125% de son côté. C'est assez massif. Exactement. Alors, la question qu'on nous a posée, et sur laquelle on va essayer de voir clair grâce aux sources qu'on a analysées, c'est la stratégie de Trump face à la Chine, est-ce qu'elle a du plomb dans l'aile? Et la question corollaire, qui fait un peu froid dans le dos, est-ce que cette confrontation nous rapproche d'une crise d'une ampleur comparable à 1929? C'est ça. Alors, on a regardé pas mal de choses. Le média, c'est dans l'air, Public Sénat, des analyses plus tech aussi. Allez, on plonge là-dedans. Ok, bon, l'objectif de Trump, sur le papier, il était assez clair, non? Réduire ce déficit commercial énorme, il parlait de pillage des États-Unis, forcer des concessions chinoises. Oui, c'était le discours. Mais les analyses pointent plusieurs failles. La première, c'est cette imprévisibilité constante. Tout à fait. Une source parle de brouillard épais. Ça crée une incertitude majeure et du coup, les entreprises hésitent à investir. C'est logique. Et puis, il y a cette idée que ça ignore peut-être un peu trop à quel point nos économies sont liées, non? L'interdépendance. Ah, mais complètement. C'est une critique qui revient souvent. Les tarifs douaniers, ils ne pénalisent pas que la Chine, ils finissent par toucher les entreprises américaines, les consommateurs. D'où les exemptions pour les smartphones, les ordis. On ne peut pas vraiment isoler la Chine sans se tirer une balle dans le pied, en gros. C'est un peu ça, oui. Et puis, il y a, je crois, une sous-estimation de la Chine elle-même. C'est-à-dire, Sa capacité à encaisser, oui, sa résilience, et puis la détermination politique de Xi Jinping. Pour lui, reculer, ce serait perdre la face, c'est très compliqué. Ils ont aussi une patience, une vision à long terme, et un contrôle interne qui fait que la pression de l'opinion ou des entreprises, elle n'est pas la même que pour Trump. Trump qui doit jongler avec les sondages, la bourse, les lobbies, c'est pas le même jeu. Absolument pas. Du coup, cette stratégie de confrontation directe, certains analystes la jugent un peu dépassée. Une source parle de ruban adhésif sur une fuite. Parce que ça ne règle pas le fond du problème, c'est ça. Notamment l'avancée technologique chinoise. Exactement. Et pire, ça pourrait même l'accélérer. Malgré toutes les sanctions sur la tech, sur les puces, on voit que la Chine met les bouchées doubles pour devenir autonome. Dans l'IA, les puces risquent V, même de nouveaux matériaux comme le bismuth. C'est un effet paradoxal, en fait. Parlons de la riposte chinoise, justement. Elle n'est pas juste défensive, elle est assez chirurgicale, d'après les sources. Oui, très ciblé. Pékin a mis des tarifs sur l'agriculture américaine, le soja, la viande, des secteurs qui pèsent lourd dans l'électorat de Trump, malin. Et pas seulement les tarifs. Il y a eu la suspension des livraisons de Boeing, des quotas sur les films d'Hollywood. Tout à fait. Et puis, il y a ce levier stratégique dont on parle beaucoup, les terres rares. Ah oui, ces métaux essentiels pour toute la tech, la défense. Les États-Unis en sont très dépendants, c'est ça? Extrêmement dépendant. C'est mentionné comme une vulnérabilité critique. Si Pékin fermait le robinet, ça ferait très mal. C'est une arme de dissuasion massive, en quelque sorte. Potentiellement, oui, mais ce qui est peut-être encore plus frappant, c'est cette conséquence involontaire des sanctions, ce coup de fouet à l'innovation chinoise. Comment ça se voit concrètement? Tu parlais des puces. Ben oui, on voit Huawei sortir des puces IA, comme la 910C, qui rivalisent apparemment avec celles de Nvidia malgré les restrictions. On voit des modèles d'IA comme DeepSeek qui sont conçus pour être très efficaces, même avec moins de puissance de calcul. Ah, d'accord, ils s'adaptent à la contrainte, en fait. C'est ça. Et ils explorent des voies alternatives comme l'architecture RISC-V, qui est open source, donc moins dépendante des licences occidentales, ou la recherche sur les transistors au bismuth. En gros, les sanctions poussent la Chine à construire son propre écosystème de A à Z. Et cette quête d'autonomie, elle ne concerne pas que la technologie, j'imagine, la finance aussi. Absolument. C'est un autre front majeur. Les sources parlent d'une accélération de la dédollarisation. C'est-à-dire moins utiliser le dollar dans les échanges. Oui. Promouvoir le yuan, développer des systèmes de paiement alternatifs comme M-Bridge, qui est un projet pilote avec d'autres banques centrales pour contourner SWIFT. Ils achètent aussi massivement de l'or. Et ils vendent des bons du Trésor américain, non? Aussi. Tout ça est renforcé par la menace, agitée par certains aux États-Unis, de saisir les actifs chinois. Ça pousse Pékin à se protéger, à diversifier. Il y a d'autres dépendances. Les médicaments sont mentionnés aussi. Oui, c'est une autre vulnérabilité potentielle pour les États-Unis. Et tout ce contexte pousse la Chine à renforcer ses liens ailleurs, avec les BRICS, les pays du Sud, à créer un réseau alternatif. Bon, tout ça nous amène à la grosse question. Avec ces tensions, ces tarifs qui rappellent un peu la loi Smoot-Hawley des années 30, est-ce qu'on se dirige vers une crise type 1929?
C'est le parallèle qui fait peur, et il est évoqué, oui. Les tarifs élevés qui perturbent le commerce mondial, ça rappelle forcément cette période sombre. Mais Mais il y a des différences clés. oui, et elles sont importantes. D'abord, l'économie américaine de 2025, même avec ses problèmes, elle est quand même jugée plus solide, mieux structurée qu'en 1929. Ensuite, les tarifs actuels, aussi élevés soient-ils, semblent relever d'une stratégie, d'un levier de négociation, même si elle est brutale, plutôt que d'une panique protectionniste généralisée comme à l'époque. Et les exemptions qu'on mentionnait tout à l'heure, ça montre aussi qu'il y a une tentative de limiter les dégâts, de ne pas tout casser. Voilà, c'est plus calculé même si ça paraît chaotique. Donc les sources tendent à dire probablement pas une répétition exacte de 1929. Alors quoi? Un gros choc quand même. Oui, plutôt un choc économique majeur. Une source compare ça à l'impact de la crise sanitaire de 2020. C'est déjà énorme. Et attention, les risques de récession aux États-Unis sont bien réels. On voit des signes, l'inflation qui persiste, les défauts de paiement qui augmentent. Et cette menace de saisie d'actifs, ça ajoute une couche d'instabilité financière potentiellement systémique. Exactement. Ça, c'est un facteur nouveau et potentiellement très déstabilisateur pour tout le système financier mondial. Donc, le risque est différent de 1929, mais il est bien là. Ok, donc si on résume, la stratégie de confrontation de Trump, elle semble un peu dans l'impasse à cause de l'interdépendance et de la capacité de riposte, voire d'adaptation de la Chine, c'est ça? Et ce paradoxe où les sanctions, au lieu de freiner la Chine, l'ont poussé à accélérer sa quête d'autonomie technologique et financière. Et pour la crise façon 1929, le verdict des sources est plutôt non, pas exactement, mais les tensions actuelles sont quand même porteuses de risques économiques et financiers très importants qui pourraient bien redessiner la carte du monde. Ce qui laisse une question en suspens, une réflexion pour finir. Est-ce que cette tentative américaine de contenir la Chine par la force, par la contrainte, n'est pas en train, ironiquement, de précipiter justement l'émergence d'un ordre économique et technologique où les États-Unis perdent un peu de leur centralité, parce que leurs propres outils de puissance, comme le dollar, seraient érodés dans la bataille? Voilà, non seulement face à la Chine, mais aussi parce que d'autres acteurs cherchent des alternatives, c'est une dynamique globale qui pourrait être accélérée. Une pensée à méditer, effectivement.